Bonjour! Bienvenue tout le monde sur ma chaîne YouTube Une Seconde Rocks pour cette troisième vidéo qui va compléter ma série, ma trilogie sur La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt. Dans cette vidéo, je vais analyser le titre. Oui, une vidéo complète sur mon analyse du titre. Parce que ça a été un hell of processus que j'ai le goût de partager avec tout le monde. Ah! Bienvenue dans le trou noir de mes réflexions full trop poussées, mais on va voir que c'est le fun. Let's go! À quoi ça sert le titre d'un roman? Avant tout, il sert à attirer le regard du lecteur et l'inciter à choisir ce roman-là parmi tous les autres livres qui sont présents dans la librairie. Alors oui, avant tout, le titre a vraiment une très grosse importance au niveau du marketing. Ce ne sont pas tous les titres de romans qui vont donner des réflexions profondes ou qui vont pousser au raisonnement. Même que parfois, c'est la maison d'édition qui choisit le titre du roman et même pas l'auteur. Je n'ai aucun problème à ce qu'un titre soit banal tant que l'histoire qui est à l'intérieur du livre est intéressante. Ce n'est pas un prérequis pour que je considère une œuvre complètement réussie que le titre match ce qu'il y a entre les couvertures. J'ai pas besoin à ce qu'il y ait une dimension extérieure à juste son principe et premier but de marketing. Mais je ne peux pas nier quand même que j'ai une passion folle pour les titres intelligents. Je trippe lorsqu'un livre me donne un titre réfléchi, pensé, qui m'oblige à bien comprendre l'œuvre pour pouvoir faire le lien à pourquoi le titre a été appliqué à cette œuvre-là et que j'aille à me poser des questions sur tout le processus de pensée. Puis, je capote! J'aime un titre qui me pousse à me poser des questions sur qu'est-ce qu'il veut dire. Pour la part de l'autre, j'ai dû prendre vraiment le temps d'analyser puis de réfléchir après ma lecture, avant d'accepter et de dire que je croyais que c'était un titre excellent. Et au-delà du classique titre accrocheur et de son premier but de marketing. Ce n'est pas parce que je n'avais pas compris le sens ultime de la part de l'autre à l'intérieur du roman et pourquoi ça s'appliquait très bien à l'œuvre, mais c'est surtout parce que le titre, la part de l'autre, est mentionné à l'intérieur du roman, à 3 reprises. Et que pour moi, un titre qui est plugué de façon zéro subtile à l'intérieur du roman là, perd toute sa beauté et son sens philosophique. Parce qu'on me le donne tout cru dans la bouche. Pourquoi je pense de même? C'est complexe. Mais laissez-moi vous amener dans mes questionnements et mon processus de fille fucking trop intense pour un titre de motherfucking 4 mots. Bonne chance! D'abord, j'ai lu et analysé le titre avant même d'ouvrir le roman, avant même de savoir vraiment ce qui se passait du début à la fin. J'ai lu le résumé, j'ai analysé le titre, j'ai fait j'ai des conclusions à tirer de ça. Dans l'analyse que je m'étais faite, je concluais que c'était un titre malade. Parce que je pensais que le roman allait me montrer la part que les autres ont eue dans l'évolution de la personne qui est devenue Adolf Hitler. Encore là, je répète que je n'avais pas encore le livre au moment de faire cette réflexion-là. C'est pas une idée préconçue que je m'étais faite qui est nécessairement fausse, mais ce n'est pas ce qui est au centre du roman. La morale du livre, c'est pas qu'on accuse l'Académie des Beaux-Arts d'être responsable de la Seconde Guerre mondiale et du génocide de l'Holocauste. Mais reste que je n'avais pas entièrement tort en disant que l'autre, peu importe si cet autre est extérieur ou intérieur au personnage du roman, Adolf versus Hitler, a définitivement sa part de responsabilité dans la vie qu'a menée le personnage historique comme le personnage fictif. Mais comme je l'ai dit tantôt, le titre « La part de l'autre » est cité 3 fois à l'intérieur du roman. Et dans chacune de ces mentions, mon opinion changeait d'une fois à l'autre sur la possible signification du titre et en quoi ça fait de ce titre-là un excellent titre, ou peut-être un titre, mais correct, ou fucking poche, ou banal, qui sait. Ce qui est fascinant pour moi, en tout cas, et dans l'amour que j'ai des titres intelligents, c'est que dans ces 3 mentions de la part de l'autre, on a 3 significations complètement différentes. Sur sa simple définition, la part de responsabilité qu'ont les autres sur les autres. On ne sait jamais pourtant vraiment laquelle de ces perspectives est la bonne, ou ne serait-ce, y en a-t-il vraiment un, qui sait. Mais pour moi, c'est l'ensemble de tout ça qui va faire que j'ai conclu que c'était un titre parfait. En comptant bien évidemment le 4e sens, donc celui que j'avais avant de lire le roman, et le 5e, donc celui que j'ai conclu après avoir lu les mentions, les faits de lien, et tout, t'sais. Bon, bref, tu comprends ce que je m'en vais, c'est compliqué mon affaire, mais tu suis. Avant de poursuivre, je vais vous dire pourquoi je vous partage cette réflexion que j'ai sur le titre, qui est vraiment d'ailleurs très personnel et qui ne fera jamais réellement l'unanimité sur la signification plausible de ce titre. Mais je vous en parle pour vous montrer l'importance des mots, l'importance du sens des mots et de la beauté des mots qui vont nous pousser à avoir des réflexions puis chercher un sens.
La langue française est magnifique. Des mots qui semblent nous donner seulement une seule définition claire et précise peut vraiment prendre quand même une dimension touchante et philosophique dans la façon dont on les utilise. Et le choix des mots est important dans l'intégralité d'une œuvre. Tout ce qui est dit dans le roman, dans tous les paragraphes, dans chacune des phrases, à chaque ligne, dans chacun des chapitres, tout est choisi avec une certaine précision et minutie de l'auteur pour qu'on en comprenne certaines choses. L'auteur est 100% conscient du choix des mots qu'il fait. Et il les fait dans un sens pour que le lectorat puisse en déduire des choses, puisse pousser plus loin que juste les mots qui sont écrits sur le papier, dans les bons textes, mettons, en général. Oui, des fois, on pousse la chose trop loin comme lectorat. Moi, la première. En essayant de comprendre la signification profonde du pourquoi le code des fenêtres est jaune dans le livre. Alors que peut-être l'auteur aimait juste vraiment ça, la couleur jaune, ou bien ça lui rappelait que ses bords de fenêtre quand il était petit, il était jaune, puis il voulait l'utiliser comme info, ou au contraire, il a vraiment analysé et pensé que la couleur jaune nous rappelait que vers l'extérieur, il y avait beauté et lever du soleil, qui reflétait l'évolution des personnages à travers le roman, qui vont passer des jours sombres, mais qui devront toujours regarder par la fenêtre pour être heureux. Bla 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 bla. Mais même quand on pousse loin de même si c'était pas ça que l'auteur voulait nécessairement, des fois ça nous amène à des places vraiment belles puis vraiment le fun. Qui rend, en tout cas, dans ma vision à moi, la lecture encore plus belle. Même si ça voulait pas dire ça pantoute dans la tête de l'auteur. Moi ça me rend heureuse. Ça c'est un petit caprice de lectrice que j'ai. Je cherche des liens subtils partout. Et c'est sur ces liens-là, sur ces réflexions-là que je base la majorité de mes capsules. Des fois, je touche dans le mille, des fois, je raconte de la merde, mais au final, moi, j'ai du fun, c'est ça qui est important. Et c'est surtout ce qui me permet de vous offrir une vision différente de la vision que vous avez eue de votre propre lecture. Et ce que vous auriez pu imaginer du roman, même si mes réflexions sont parfois très intenses. J'aime vous les partager. Puis j'aime me dire que peut-être ça vous pousse, vous aussi, à pousser vos réflexions plus loin. La première mention de la part de l'autre se trouve à la page 247 de mon édition du roman, donc dans la deuxième partie. J'admets la part de l'autre dans la constitution de mon destin. Ce sont les mots d'Adolphe dans une lettre qu'il adresse à Sœur Lucie. Quand il réalise que tout ce qui lui arrive de positif ou négatif dans la vie lui est toujours influencé par les autres. Il comprend qu'il devient grâce à cette présence autre dans sa vie. Et il a l'impression que sans elle, il ne deviendrait pas le peintre qu'il est supposé devenir. C'est donc un premier point de vue du terme « la part de l'autre », qui pourrait très bien justifier le titre. Ça me revient aussi beaucoup à la première idée que je m'étais faite de la signification. Mais comme je l'ai dit tantôt, je préfère en venir moi-même à des conclusions comme ça, sans qu'on ait besoin de me l'écrire textuellement sur un petit bout de papier. J'aurais pu en venir moi-même, mais j'ai venu moi-même à cette conclusion-là. Et quand l'auteur sent le besoin de m'expliquer son titre dans son texte, ça me tape un peu ses nerfs. Puis j'ai l'impression qu'il me prend pour une conne. Mais bon, c'est ça que je pensais, c'est là où j'en étais dans ma réflexion, là, avant que je vois la deuxième mention. Elle arrive à la page 380 dans la dernière partie. Vous, ce que vous n'acceptez plus dans votre vie depuis l'âge de 40 ans, c'est la part de l'autre. C'est Heinrich qui dit ça à Adolphe, lorsqu'il discute du pourquoi Adolphe a arrêté de peindre. Ce que défend Heinrich dans son utilisation du terme « la part de l'autre », c'est qu'un peintre, un musicien, bref, un artiste, n'est pas défini par lui-même, mais par le public qui juge son art et qui le qualifie, rendu à ce stade-là, d'artiste ou non. Et il lui dit que ce passage est inévitable dans la vie d'un artiste pour être considéré un artiste par le public. C'est l'autre qui décide. C'est l'autre qui décide si l'artiste est amené à voir la gloire ou pas. Et Heinrich accuse Adolphe de ne pas vouloir accepter cette réalité-là. Et que c'est ça qui l'a empêché d'avoir du succès parce qu'il a empêché les gens de critiquer son art jusqu'à ce qu'il devienne le peintre incroyable qu'il était destiné à devenir. Encore une fois, dans cette nouvelle utilisation du terme, on voit une autre signification de la part de l'autre. On voit une autre facette de l'importance de l'autre dans un cheminement. Si on le compare avec la première utilisation, c'en est son contraire. La part de l'autre, c'est ce qui a permis à Adolphe de se découvrir lui-même, de découvrir ses passions et de découvrir qui il a envie de devenir. Mais maintenant, c'est cette peur et ce refus de laisser l'autre critiquer qui il est et qui il voudrait devenir par peur de perdre tout ce qu'il avait déjà. Et c'est ce qui l'a forcé à quitter la peinture. Les mêmes mots, le même type d'influence que l'autre sur lui-même, mais une réaction complètement différente. L'euphorie et la reconnaissance. Remercier l'autre de cette aide précieuse. Et puis, au fil du temps, refuser cette présence. Ce regard de l'autre inévitable qui nous qualifie d'humain ayant réussi sa vie ou l'ayant échoué. Ce que nous dit Heinrich, c'est que l'humain est défini dans son succès par l'opinion des autres. Et non pas seulement à l'opinion que nous avons sur notre propre travail ou sur l'évolution de notre propre vie. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Les opinions divergent. La troisième et dernière apparition du terme, elle arrive à la page 460, donc toujours dans la quatrième partie, dans une lettre de la sœur Lucie à Adolphe, lorsqu'elle essaie de le réconforter de la trahison d'Heinrich. Il ne voit plus la part de l'autre.
Sœur Lucie nous partage ces mots alors qu'elle explique à Adolphe la différence entre les monstres égoïstes et les monstres altruistes. Les égoïstes font le mal pour leur pulsion et pour leurs propres besoins en dépit de ce que les autres pourraient penser. Mais comme le dit Sœur Lucie, c'est l'altruiste qui est le plus dangereux. Parce qu'il se fait croire et il essaye de faire croire aux autres que ce qu'il fait de mal est en fait pour un bien. Ils font ce qu'ils font dans l'idée du greater good, dans l'illusion que c'est un petit mal pour acquérir un plus grand bien, en tant qu'humain ou en tant que nation, si on reste dans le thème de la Seconde Guerre mondiale. Sœur Lucie donne d'ailleurs l'exemple d'autres grands dictateurs du 20e siècle. Elle mentionne Mussolini, Franco, Staline, auxquels nous, on ajouterait Hitler. Mais Sœur Lucie, elle l'a jamais connu. Il n'a jamais existé dans son monde. Quand elle dit donc que ces hommes ont oublié la part de l'autre, c'est qu'ils ont oublié dans leurs illusions de grandeur que les autres, les membres du peuple, les gens qui font partie de la nation, ont aussi leur mot à dire. Et qu'il y a bien d'autres façons d'acquérir un bien sans avoir à passer par tout le mal qui va avant pour arriver à la prospérité si c'est vraiment ce qu'ils veulent. Ces hommes-là, ces dictateurs-là se voyaient comme des sauveurs. Ceux qui feraient tout ce qu'il y avait à faire de nécessaire pour sauver le peuple sans prendre ne serait-ce que l'opinion de ce peuple-là à passer à travers toute cette souffrance et ce mal nécessaire, peu importe les méthodes qu'ils ont employées, mais bref. Cette dernière mention de la part de l'autre dans le roman est indépendante des deux autres, puisque les deux autres étaient là pour s'annuler l'une l'autre. Dans cette mention-ci, on nous montre que c'est l'autre, que c'est autrui, que c'est ensemble et non jamais seul, ou avec une seule mentalité. Qu'on arrive à quelque chose en tant que personne, qu'on arrive à quelque chose en tant que groupe. Après cette mention, vous remarquez qu'elles apparaissent tous dans la vie fictive, donc dans la vie d'Adolphe, et non jamais dans la vie d'Hitler. Pourquoi? Parce qu'Hitler est un salaud altruiste. Et il n'a pas conscience de la part de l'autre. Il n'a pas conscience de ce qu'ont fait les autres pour la prospérité de l'Allemagne. Il est tellement imbu de lui-même qu'il est convaincu qu'il est le seul qui peut la sauver. Exactement comme l'explique Sœur Lucie dans la part de l'autre. Hitler fait partie des monstres altruistes qui veulent sauver le monde. Mais ça, c'est à nous de le comprendre et de faire le lien. Parce que Sœur Lucie n'a jamais connu Hitler. Elle nous offre la conclusion de cette réflexion sur un gros plateau d'argent. Et c'est au lecteur de connecter les liens. Ce que j'en conclus, et de ce que j'ai analysé de ces trois versions de la part de l'autre, c'est que son influence dépend vraiment de plusieurs facteurs. Mais que son importance dans la vie de tous et chacun est indéniable. Les autres ont tous une part de responsabilité dans la vie des autres. Cette influence change seulement de point de vue intérieur ou extérieur à l'individu qui est en réaction avec cet autre. Que ça a été dans le titre ou non, le terme en tant que tel de la part de l'autre est tellement important dans l'explication et dans le processus du récit que même si ça n'avait pas été le titre, il aurait fallu que je prenne cette phrase-là en considération et que je l'analyse de la façon que j'ai fait de toute manière. Elle fait partie intégrante du roman et de la morale que veut nous partager l'auteur. Ça a été le titre du roman ou non? J'aurais dû analyser ces mentions-là quand même et le poids qu'a ces 4 mots. Ce qui y amène dans la réflexion du personnage comme dans celle du lectorat. Donc choisir ces 4 mots pour être le titre de l'œuvre peut pencher vraiment des deux côtés. Est-ce que c'est un choix facile parce que c'est tellement une partie intégrante et importante du roman que ça devenait inévitable de devoir le mettre en tant que titre? Ou alors c'est vraiment juste pour y ajouter une autre couche et des liens encore plus poussés à faire? Salut Sergio! Sur la signification et l'influence de la part de l'autre dans nos vies. J'en ai vraiment aucune idée. Mais ça me donne comme conclusion que c'est un titre intelligent. Puis les titres intelligents, moi j'adore ça! Ouais. J'ai mis 5 pages de réflexion là-dessus pour en arriver à cette conclusion-là. Sais-tu quoi? Je suis satisfaite de mon cheminement de pensée. Puis j'ai eu du fun à réflexionner là-dessus en crise! Même si au final, ça a vraiment rien donné. C'est donc ce qui complète ma trilogie de vidéos sur La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt. J'espère que ces vidéos vous auront été pertinentes, que vous allez avoir eu du plaisir à les regarder, que vous allez avoir appris plein de choses et que vous allez avoir poussé vos réflexions toujours plus loin. N'hésitez jamais à commenter dans les vidéos, de commenter vos perceptions, votre vision de la chose, vos opinions, vos propres liens. Merci d'avoir été là jusqu'au bout, merci d'avoir suivi mes réflexions de filles fucky. On va se calmer pour les prochaines, je pense. Mais bref, si vous voulez découvrir ce roman, je vous le suggère à tous. C'est une des meilleures lectures que j'ai fait dans ma vie et j'espère que vous avez eu du fun à le lire autant que moi j'ai eu du fun à l'analyser. Ow! Je veux juste dire un mot de bye-bye. Sur ce, je vous dis merci encore d'avoir été là et on se dit à lundi prochain. Bye bye!